Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever la humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. On a 1h15 à passer ensemble, on va essayer de faire en sorte que sur une séance vespérale comme celle-là, soit très interactif, soit très ouvert, soit porteur d'espérance, soit un peu l'Europe, quoi, finalement, ce serait sympa. C'est pas un débat sur l'Europe. Ce qu'on va vivre maintenant, c'est un débat sur l'influence et l'empreinte de l'Europe. Ce qui est une question plus précise. L'Europe a-t-elle encore un message à transmettre? Alors c'est intéressant parce que pour ce débat, quand on l'a préparé, j'ai été frappé par 2 choses. Une chose fantastique, formidable, c'est que mes amis, mes panélistes ici, toutes les 4, mais elles ont été des incroyables sponsors, championnes de l'Europe. Mais dans le même temps, que j'avais à chaque fois que je parlais avec elles, des messages qui, bien sûr, allaient dans le sens d'un oui, mais vous verrez de quelle forme de oui, j'avais des questions qui nous étaient envoyées, parfois par des étudiants, parfois aussi parce que ce débat a été préparé par plein de personnes qui étaient intéressées par le sujet. Et là, il y avait une forme de désespérance, une forme peut-être aussi de, j'allais dire, d'agressivité qui pouvait naître. Et donc, ce chaud et ce froid, cette passion des intervenantes et puis des questions plutôt de défis, de contestation, parfois d'Europe, m'a amené à me dire mais il faut qu'on ait une manière d'aborder ce débat
qui nous permettent de traiter des différents sujets qu'on a, mais en respectant cette idée qu'on n'est pas là forcément pour faire un plaidoyer pro domo, mais pour échanger. Alors, la meilleure façon d'échanger, c'est déjà de ne pas monopoliser la parole. Alors, ce que je vais faire, moi jamais j'interviendrai sur le fond ce soir, j'ai bien sûr mes idées, mes convictions, mais surtout ce qu'on va faire, c'est d'abord écouter. On a la chance formidable d'avoir réussi à réunir un panel avec Sylvain dont on rêvait, et les 4 ont dit oui, donc ça c'est formidable. Et puis surtout, la cité, le principe, c'est l'échange direct. Alors on a ici 5 étudiants avec qui on a aussi préparé. On a discuté, débattu, par email en particulier, mais qui vont être les vraies personnes qui vont poser les questions ce soir. Et puis surtout, vous allez poser des questions. Donc ce sera une grande interaction avec vous. Une demi-heure, et puis autour de ça, nous, ce qu'on a un peu à dire. Mais voilà comment ça va se passer. Ça vous va ou on arrête tout de suite, on change ou on garde ça? On garde ça, ok. Alors, la première des choses à faire quand on pose une question, c'est d'y apporter une réponse. Mais pour ça, j'ai 4 personnes formidables avec moi, que j'aime profondément, à plus d'un titre. La première, c'est marrant, je vais vous poser une question, mais à votre avis, il y a combien de personnes dans le comité de direction générale d'Accor qui ont présidé un copil de dératisation? Alors, pas chez Accor, je m'empresse de le dire, les races, parce que évidemment, il faut pas du tout. C'était à la SNCF à l'époque. Eh bien, il y en a une, en tous les cas, on en est sûr. C'est Maud, qui est là, Maud Bailly avec nous. Donc bravo, merci. Et donc surtout, voyez-la dans cette capacité fantastique qu'elle a de dératiser, d'être capable d'éradiquer le mal là où il est. Mais surtout, bien évidemment, pour les choses formidables qu'elle a pu faire. Vous savez que Maud, avec toute modestie, quand on a parlé la première fois de son parcours, elle me dit « Ah non, mais moi, je fais un bac littéraire parce que j'étais pas assez bonne pour faire un bac scientifique. Après, j'ai eu de la chance, avec une mention très bien, j'ai pu faire Sciences Po, dans le truc, etc. À l'école normale supérieure, je suis tombé sur un bon sujet. Puis après, j'ai raté complètement l'ENA, mais finalement, ils m'ont pris quand même. Bon, je suis sorti 2e, j'ai fait 4 ans, etc. Je suis allé voir Guillaume Pépi pour lui dire « Moi, je voudrais bosser à la SNCF. » Il me dit « Ah, devenez tout de suite ma chef de cabinet, ma directrice de la stratégie. » Elle dit non, moi je veux bosser dans les gares. Alors dans la tête de Guillaume Pépi, Normal Sup, ENA, Inspection des Finances, gare, il y avait un truc qui ne marchait pas. Mais bon, elle l'a fait. Elle a vendu des sandwichs en voiture 14. Elle a vendu des tickets, peut-être à vous d'ailleurs. Elle a été gilet rouge. Puis un jour, elle a dirigé la gare Montparnasse. Elle est arrivée, elle a dit on va tout changer. On lui a dit ah non, ça s'est classé. Alors... vous la connaissez sous un angle. Elle a dit, quand on est moche, il faut faire un sourire. Alors elle a mis des pianos dans les gares. Et vous avez tous vu ça. Et puis après, un jour, un Premier ministre a trouvé qu'il était intéressant de venir la faire travailler avec lui. Et donc elle a été pendant 2 ans, à peu près, la patronne du pôle économie et finances de Manuel Valls à Matignon. Et puis après, parce que c'est Maud, évidemment, elle n'allait pas faire un truc classique, elle n'allait pas rejoindre une grande banque ou des choses comme ça. Elle a envie de faire quelque chose de totalement nouveau, totalement différent, pour peu qu'il y ait la charge d'âme et finalement qu'on puisse s'occuper des gens. Alors voilà, elle est devenue la patronne du digital chez Accor. Ce n'est pas les médias sociaux. Le digital chez Accor, c'est plus compliqué, le système de réservation, etc. C'est un peu le cœur du métier. Mais voilà, donc c'est une aventurière. C'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche et puis qui a beaucoup de fond. Et vous verrez que sur la question de l'Europe, on va s'amuser. J'ai une autre intervenante qui est juste là à ma droite. Alors elle, son métier, c'est marrant parce que c'est de mettre des gens sur scène. Donc moi, ce que j'adore faire, c'est la mettre sur scène. Donc du coup, elle ne dort pas depuis 3 nuits, c'est comme ça. Elle déteste ça, pas du tout. Là, depuis tout à l'heure, elle essaie de trouver des gens dans les panels à côté pour venir la remplacer, dire non mais attends, vas-y, t'es tellement bon, etc. Mais non, on a réussi quand même à la visser sur la chaise. Et donc Jacqueline Franjou, qui était la patronne du Women's Forum, pour les filles ici, ça va vous parler, et les hommes, j'espère que ça vous parle aussi, qui est la patronne et la fondatrice du festival de Ramatuelle, c'est-à-dire le lieu de rencontre entre la culture, entre l'économie, entre le politique, mais finalement aussi sur ces questions d'influence, la rencontre des hommes et des femmes de bonne volonté, et puis qui, encore une fois, porte en elle, mais vous le verrez, ça je ne veux pas dévoiler, une identité qui fait que le sujet de ce soir la touche très directement. Et puis il y a Claire. Alors Claire, c'est très simple. Moi, dans ma vie, toujours, il y a un chef d'orchestre que j'ai trouvé d'un glamour extraordinaire. Claudio Abbado. Ça vous parle? Et puis, elle a travaillé avec Claudio Abbado, mais ça, c'est pas son plus grand fait d'armes. Claire a été la première chef-feu, on dit ça comme ça d'ailleurs, Claire, chef-feu avec 2 F-E. Enfin, on est inclusif ce soir, quoi qu'il arrive. Chef d'orchestre, formidable. Aujourd'hui, à la tête du Paris Mozart Orchestra. D'ailleurs, Mozart a quand même été un fil rouge très important dans sa vie, mais elle n'a pas fait que ça. C'était une élue, c'est une femme engagée, et entre autres,
qui a été députée européenne, et ce n'est pas seulement à ce titre-là, elle est aussi aujourd'hui membre du, vous savez, le CESE, avant ça s'appelait CES, le Conseil économique, social et environnemental, et donc c'est à ces divers titres que ce soir elle s'adressera à nous. Et puis enfin, quand tous les ministres sont partis à Lyon, aujourd'hui, il y a une ministre qui a dit non, moi je me suis engagé, je viens, je veux être là, je ne prends pas le risque de ne pas y être. Et donc, Nathalie, c'est formidable, d'abord c'est génial que tu aies honoré cette présence. Je trouve que dans ces rencontres-là, ces universités populaires, parce que c'est ça finalement la Cité de la Réussite, c'est important que cette parole-là soit incarnée de cette manière-là. La carrière de Nathalie est formidable. Elle a été une grande DRH, tiens, ça j'aime bien, parce que c'est formidable, d'une grosse administration, dont elle a été aussi d'ailleurs la directrice générale, c'est le Quai d'Orsay, ce qui est l'influence de la France dans le monde. Et puis ensuite directrice de l'ENA, et puis aujourd'hui, vous le savez, ministre en charge des Affaires européennes, et à ce titre, bien évidemment, extrêmement placé pour répondre à notre question, finalement, est-ce que l'Europe a toujours un message à transmettre? Alors justement, peut-être Nathalie, si tu veux bien, je commençais par toi. Avant qu'on démarre par des questions-réponses, j'aurais tout dit, mais faites-moi votre manifeste, c'est-à-dire répondez à cette question de manière courte. D'ailleurs, on va essayer toujours de garder... Alors je sais que dans la salle, il y a plein de gens qui ont une envie folle aussi d'être là, et Dieu sait qu'ils en auraient les qualités. On va jouer un jeu de questions-réponses ce soir, d'essayer d'avoir les panélistes, donc pas trop avoir ce qu'on appelle en anglais les statements, les prises de position où quelqu'un se lève et fait un quart d'heure sur sa pensée parce que c'est le moment de gloire. Non, là ce soir on va faire vraiment des questions-réponses, et d'ailleurs aussi j'ai demandé à mes panélistes d'avoir des réponses qui soient courtes, mais en tous les cas précises, et puis avec du contenu, mais toujours dans des temps aussi où on ne va pas rebondir à l'infini. Donc on va vraiment essayer d'avoir un maximum d'échanges ensemble, d'accord? Mais pour démarrer, commençons par cette question de fond, Nathalie, et Dieu sait si on doit être pas les seuls à te poser cette question-là aujourd'hui, mais voilà, ils viennent d'arriver. Est-ce que l'Europe a encore un message à transmettre? Merci Laurent, bonsoir à tous. Je suis évidemment ravie d'être là dans ce panel pas du tout paritaire, mais ça arrive si peu souvent que, bon, jamais sans lui, alors on va dire. Est-ce que l'Europe a encore un message à transmettre? C'est une question frappante parce que c'est une question qui ne s'est pas posée au début. Au début, c'était à la fois extraordinairement audacieux et facile. Audacieux parce que le message, c'était plus jamais ça. C'était enfin la paix sur notre continent. Et puis c'était surtout la réconciliation entre les deux grands ennemis, la France et l'Allemagne. Donc à la fois évident et incroyablement courageux de la part de Schuman, de Monnet, et puis surtout peut-être de Gaulle et d'Adenauer, sans qui l'Europe n'aurait pas pris son envol comme elle a pu le faire. Donc un projet de survie au départ d'un continent écroulé. Ma génération, ça n'était pas celle-là, ça a été évident aussi parce que c'était comment faire en sorte de réunifier l'Europe. Comment ne pas avoir une Europe hémiplégique? Et j'ai eu le bonheur de participer à une association, alors il y a une autre coupable que j'aperçois dans la salle, à Sciences Po, on avait eu une idée complètement folle qui consistait à dire on va faire en sorte de faire voyager des étudiants de l'Est vers l'Ouest pour qu'ils passent quelques jours, quelques semaines ensemble. Ça serait tellement bien si un jour le rideau de fer pouvait tomber. Cette association s'était transformée en projet politique. Alors, ça a été ma première expérience avec le scrutin, 0,7% des voix pour les européennes. Bon, on peut mieux faire. Mais cette idée associative venant de jeunes étudiants un peu idéalistes, ça a quand même permis de penser Erasmus après. Mais donc cette idée qu'on réunifiait l'Europe, qu'on était tout content de célébrer la paix sans se rendre compte que la moitié du continent était dans l'oppression et qu'il fallait évidemment faire quelque chose, ça a été porteur. Moi, la première fois où je suis descendue dans la rue, c'était pour manifester en faveur de Solidarność. Donc là encore, le projet européen complètement évident. Et on y est arrivé. Là aussi, ça paraissait fou. Et puis finalement, il y a eu des visionnaires, il y a eu aussi les populations, les peuples, et il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, on est 28, bon, bientôt 27, mais on a presque réunifié l'Europe, puisqu'il y a encore des pays qui veulent nous rejoindre et qui ont ce rêve européen. Alors, eux l'ont. Il y a tous ces pays qui ont ce rêve européen, les pays des Balkans notamment. Il y a tous ces hommes et ces femmes qui ont aussi ce rêve européen et qui parfois le payent de leur vie en essayant de rejoindre notre continent. Puis nous, on se demande si on a un message à transmettre. Alors, Prozac, tout ça, il faut quand même qu'on arrête le déclinisme et qu'on arrête de ne pas se rendre compte ce que c'est que ce rêve européen. Cette réalité
unique, cet espace qui, dans le monde, rassemble la croyance dans la liberté individuelle, dans l'esprit d'entreprise et dans la solidarité. Nulle part ailleurs dans le monde, vous ne trouvez les trois réunis. Vous trouvez parfois l'un, parfois deux, parfois aucun. Mais nulle part ailleurs, on a décidé que c'était possible de protéger les données personnelles des utilisateurs d'Internet. La première fois qu'il y a eu un règlement mis en place sur la protection des données, c'est l'Europe qui l'a inventé. Nulle part ailleurs, on ne pense que l'esprit d'entreprise va avec une régulation de la mondialisation. Où est-ce qu'on est en train de réfléchir à comment faire en sorte que le numérique ne soit pas simplement un rêve éthéré, c'est ce qu'on avait au début, et puis après on a été un peu les idiots utiles du numérique, mais quelque chose qui apporte aux populations, mais qui soit régulé, et par exemple que les plus grands acteurs du numérique payent leurs contributions à chacun des pays de l'Union européenne. C'est ici que ça se passe. Et ce qui se passe ici, aujourd'hui, est en train de se répercuter ailleurs, de la même manière que les premiers pays qui ont ratifié l'accord de Paris, c'était les pays européens. Et c'est parce que l'Europe l'a ratifié que l'accord de Paris est entré en vigueur. Et puis la solidarité, parce que nous croyons qu'il y a un modèle social. Alors, il y a des grandes différences à l'intérieur de l'Europe, mais il y a des efforts constants pour essayer de rapprocher les États les uns avec les autres et de se dire que la prospérité, c'est quelque chose qui se partage. On fait face ensemble aux catastrophes, on fait face ensemble aux crises et aux difficultés. Parfois de manière un peu incohérente ou précipitée, l'Europe avance toujours davantage dans les crises, mais elle avance toujours, c'est-à-dire c'est toujours plus, toujours mieux. Hier, il y a eu le sommet social européen à Göteborg avec une proclamation, on peut dire c'est des mots, c'est des paroles, sauf que derrière, on travaille immédiatement sur la généralisation en Europe des notions qui nous paraissent simples, mais qui n'étaient pas pour certains pays, de congés parentaux, de congés pour les aidants. Et c'est un premier pas. Maintenant, on va travailler sur le salaire minimum européen. Nulle part ailleurs, on a ça. Je le redis, beaucoup de pays veulent nous rejoindre, beaucoup d'hommes et de femmes risquent leur vie pour le faire. Donc, soyons porteurs de ce projet, croyons-y, parce que, honnêtement, il n'y a pas mieux ailleurs. Formidable. Merci beaucoup. Bravo. Claire, quelle serait ta réponse à toi? Bonjour à tous. Cher Laurent, je suis très loin de mes fonctions de députée européenne. J'en ai pas honte du tout. J'ai beaucoup aimé ce moment-là de la vie, mais c'était vraiment une parenthèse. Donc je veux parler d'un autre point de vue maintenant. Je veux vous dire que nous, les artistes, les musiciens, on voyage sur les routes chaotiques de l'Europe depuis le XVIe siècle, qu'on passe notre temps, notre vie à transmettre, à interpréter, à créer ou à faire revivre le magnifique patrimoine culturel européen. Il est essentiel pour nous artistes de connaître les différents styles européens, de parler plusieurs langues européennes, et on est avide de découvrir les nouveautés. Mais nous sommes peu formés aux cultures extra-européennes, extra-communautaires. Et là réside un véritable enjeu européen. Et c'est peut-être le message qu'il faut transmettre, ne pas affirmer que notre culture européenne est supérieure aux autres, et nous former sans condescendance aux autres techniques, à d'autres conceptions et à la création artistique des autres continents. Non seulement pour mieux vivre avec les nouveaux arrivants du monde entier, mais aussi pour renouveler notre inspiration. D'ailleurs, il me semble, Nathalie, que le thème du Conseil de l'Europe du 21 novembre, d'ailleurs dans 3 jours, c'est le rôle de la culture pour la mobilité et l'accueil des migrants. Donc pour moi, l'Europe doit sans relâche transmettre et retransmettre l'idée de la démocratie, de la solidarité, la charte des droits fondamentaux, travailler au bon accueil des immigrés, des réfugiés politiques, défendre la liberté de la presse, la place des femmes, la laïcité et en même temps vivre le dialogue interreligieux et interculturel, car rien n'est jamais acquis, tout est à reconquérir en permanence. Et je dirais, on aura beaucoup de choses à dire là-dessus, mais n'oublions pas que le XXe siècle fut le pire siècle que l'Europe ait connu. Merci beaucoup, Claire, et bravo.
T'as pas le droit de te sauver, c'est maintenant. Bonsoir. Je suis très honorée d'être là avec mon amie Claire, Maude et toi, Nathalie, formidable ministre pour l'Europe. Je suis une émigrée de là d'où je viens, parce qu'il faut bien être quelque part, comme le chante Maxime Le Forestier. Je suis née aux États-Unis, où mon père américain venait du Middle West. Puis un jour, en juin, il est venu en France, pour l'Europe, pour la paix. Je l'ai toujours entendu prononcer le mot « Europe ». Jamais, jamais la France. Il est venu pour l'Europe, pour délivrer l'Europe. Un peu plus tard, il a embrassé une carrière diplomatique et s'est occupé des Battle Monuments, qui est un département du ministère, d'un ministère aux États-Unis. Et il s'est occupé des pensions des veuves et des orphelins de la guerre. Et ceci nous a amenés à vivre en Italie, en Pologne et dans l'ancienne Yougoslavie. Depuis 70 ans, maintenant, l'Europe incarne la paix, pour moi. Mais elle est aussi fragile, très fragile, parce que nous savons que des courants négatifs, très négatifs, peuvent freiner les défis de liberté et de la démocratie. C'est pourquoi chacun d'entre nous, on doit s'approprier l'Europe. Parce que l'Europe est inspirante, comme l'ont dit mes camarades à tous côtés. Et vous dire que depuis ce temps-là, ma vie entière, qu'elle soit dans l'industrie, ou qu'elle soit dans un théâtre, ou qu'elle soit dans des expositions photographiques, comprend l'histoire de l'Europe. Et je ne peux pas vivre sans l'Europe. Merci beaucoup. Alors, Maude, ta réponse à toi. L'Europe a-t-elle encore un message à transmettre? Bonsoir à tous. Merci Laurent de nous permettre d'être là toutes ensemble. C'est un beau sujet. L'Europe a-t-elle toujours un message à transmettre? Évidemment oui. Pour moi, le principal message de l'Europe, c'est un projet, un pari. L'idée de vivre ensemble. J'aime beaucoup la phrase de Mark Twain qui dit « On ne leur a pas dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Je ne parlerai pas de modèle parce que je n'ai pas envie d'être dans un système de valeurs, de jugement. Mais en revanche, en préparant cette session, je me suis dit « L'Europe porte un message, le message d'une vision ». Nathalie l'a très bien dit. C'est un peu un rêve, en fait. Un rêve économique, redistribution, fonds de péréquation, programme de convergence de niveau de vie. Bien sûr, on peut toujours mieux faire. Mais le fait est que l'intention est là, la réalité est là. On mutualise de l'argent, des crédits, des budgets, on les réalloue, on partage. Une ambition sociale avec une certaine volonté de protection, de couverture médicale, une certaine idée de l'école, de la transmission, une certaine régulation du marché du travail, de la protection des consommateurs. Une certaine ambition environnementale, on l'a dit, l'accord de Paris est un projet mondial, mais il a été signé et porté en Europe. Et puis un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le numérique. Et je pense que l'Europe peut et doit proposer une certaine manière d'accueillir la révolution numérique, qui est partout, qui diffuse, qui est irréversible, et face à laquelle il ne faut être ni dupe ni naïf. Car quand on touche à la transformation numérique, on touche aussi à la souveraineté tout entière des États. Donc j'ai envie de vous dire que non seulement l'Europe peut transmettre un message, mais qu'elle doit transmettre un message. Car au-delà des valeurs, il y a l'échelle. Et l'Europe est à vrai dire la seule échelle qui nous permette de faire entendre notre voix. C'est la seule surface macroéconomique qui nous permet de peser par rapport à une ambition, à une volonté commune. Pour faire face à la Chine, aux États-Unis, l'Inde, la vraie échelle, le vrai territoire, c'est l'Europe. Et en géopolitique, croyez-moi, size matters. Alors oui, l'Europe est une construction fragile, jamais acquise.
Elle peut régresser, voire se dissoudre. Et je me souviens très bien de notre sidération, une vraie sidération collective empreinte de désespoir, quand à Matignon, nous nous sommes réveillés le matin avec le Brexit. Elle ne fait plus rêver les jeunes générations, qui voient l'Europe comme un mastodonte technocratique aussi lointain que kafkaïen. Mais c'est un rêve, un projet de société, justement pour les générations à venir, qui est d'autant plus noble qu'il nous dépasse tous. Et je pense qu'un rêve, aussi fragile soit-il, ça s'entretient. Et j'ai envie de vous dire que le message de l'Europe, c'est le nôtre aussi. Ne soyons pas les enfants gâtés, oublieux de notre héritage. Je crois que l'Europe doit d'abord envoyer le message d'un projet de vivre ensemble. À l'heure où le numérique, j'y reviens, l'explosion de la donnée, vont de plus en plus revenir à réindividualiser le risque. Je crois que l'Europe doit continuer à transmettre un message de croissance, de protection et de solidarité. Merci beaucoup. Il y a un truc étonnant avec l'Europe, d'ailleurs, vous avez remarqué que dans le monde, le nom des continents, c'est intéressant de voir le nom des continents. Il y a un continent qui porte le nom de quelqu'un qui était censé l'avoir découvert, plus ou moins, enfin en tous les cas même tardivement. Mais l'Europe, c'est un nom mythique, c'est un nom mythologique, c'est un nom poétique. Dès qu'on parle de l'Europe, d'ailleurs, il y a très souvent des accents très poétiques, ou du moins une forme de conviction immédiate. Et en réalité, vous l'avez entendu dans les réponses très variées, parce qu'effectivement, j'ai un panel qui est, alors pour le coup, comme d'habitude, dans tous les panels que j'anime, il n'est absolument pas divers. Traditionnellement, c'est pas divers, mais c'est plutôt testostéroné. Là, j'ai cette chance magique d'avoir des femmes, mais très diverses elles-mêmes, avec des parcours très divers. Or, vous avez entendu qu'il y a plusieurs dimensions. Il y en a 4 déjà qu'on peut entendre. Si on veut s'amuser dans les murs de la Sorbonne, il y a Sophon, Techné, Poiesis et Praxis. Hein, pour faire court. On va faire plus simple. Hein. On va essayer d'organiser notre débat. Moi, j'ai entendu dans vos réponses, finalement, 5 dimensions qu'on pourrait essayer de traiter ce soir. Et je ne vais pas le faire moi, encore une fois, on va le faire avec nos étudiants et avec vous. La première dimension, c'est le sens et la vision de l'Europe. Alors, le sens et la vision, déjà pour les Européens, mais peut-être aussi pas seulement. Est-ce que l'Europe a aussi un message à transmettre aux non-Européens? Et c'est un sujet important pour l'avenir. Au-delà des frontières, finalement. Après, il y a un deuxième élément qui est différent, c'est quoi le poids réel de l'Europe aujourd'hui, en fait? Et là, on peut se poser la question. Bien sûr, quand je dis poids, c'est poids démographique, économique, politique, militaire, vous nommez ce que vous voulez. Il y a un troisième élément qu'on a entendu, en particulier quand Claire a repositionné cette question. Vous savez, quand vous demandiez, il y a un siècle de ça, de citer des noms dans la culture au hasard, vous aviez à peu près 9 chances sur 10 que les noms qui sortiraient étaient des noms d'Européens. Prenons que le domaine musical, par exemple, mais même la philosophie. Enfin, dans énormément d'art et de lettres, finalement, l'Europe était plus que présente. Elle était omniprésente et elle dominait. Elle avait même formé des gens qui n'étaient pas européens. Qu'en est-il aujourd'hui encore de cette influence de la culture européenne? Ce sera un troisième thème qu'on essaiera d'aborder. Et puis, il y a un autre thème qui va nous toucher aussi. C'est l'éducation par, de et pour l'Europe. Ce qui sont d'ailleurs des sujets sans doute différents, mais cette question de l'éducation, assez probablement, est un moteur important du message que l'Europe aurait encore à transmettre, et j'entends bien dans ce que vous dites. Enfin, il y a tout un pan de questions, vous allez voir, qui touchent plutôt à la notion de souveraineté en Europe, la notion de gouvernance de l'Europe, évidemment. On ne les exclura pas, même si, bien évidemment, on va essayer de donner une dimension profonde et visionnaire à ce qu'on veut raconter. Alors, pour faire ça, j'ai 5 étudiants formidables et fantastiques. À la Cité, en général, ils posent leurs questions de leur place. Vous y avez cru jusqu'à maintenant? Eh ben non. Donc les questions, vont venir vous les poser devant vous, vont prendre un micro. C'est sans doute pas la première fois, parce que maintenant tous les étudiants sont habitués à prendre la parole en public. Hein, c'est cool, ça va, il n'y a pas de problème. Et puis vous nous direz aussi d'où vous êtes, c'est-à-dire quelle étude vous êtes en train de faire, d'accord? On commence avec Maxime, peut-être. Alors, le jeu, c'est que Maxime va adresser des questions. Puis j'étais un peu dirigiste, parce que, bon, je me suis dit... ouais, on se refait pas, hein, quelque part, et donc voilà, quoi. Donc on va essayer de regarder. Alors on va essayer d'enchaîner des questions assez dynamiquement, hein, donc pas des questions longues et pas des réponses longues, d'accord? Enfin, en fait, elles font ce qu'elles veulent. De toute façon, c'est le principe d'avoir pris un panel. Hein. C'est l'idée. Alors Maxime,
Bonsoir à tous. Maxime, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant en Master 2 de droit à la Sorbonne. Ouais. Il leur oblige à porter les nœuds papillons. C'est un truc de fou, ça. Mais... Génial. Alors Maxime, ta première question s'adresse à? Alors, à Madame la Ministre Nathalie Loiseau. À l'heure où chaque nation souhaite se démarquer sur le plan géopolitique, quel message une Europe se déchirant peut-elle transmettre sur le plan international? Est-elle toujours crédible? Alors, une Europe qui se déchire, c'est très vite dit. Sur les grands sujets de politique internationale, l'Europe est plutôt de plus en plus unie et de plus en plus assertive. Je pense au sujet de l'Iran et du nucléaire iranien. Il y a eu cet accord international conclu avec les États-Unis, plusieurs pays phares de l'Union européenne, et l'Iran dans le domaine du nucléaire. Aujourd'hui, on a un président américain, comme d'habitude imprévisible, qui considère que cet accord mériterait d'être remis en question, qui met en doute la sincérité des intentions iraniennes. Et il y a en face des Européens très unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, qui disent pas du tout. Nous, on a regardé, on est sérieux, on est vigilant, mais l'accord est respecté par les Iraniens et il faut que cet accord dure. Donc on entend une voix européenne très forte. Tellement forte qu'aujourd'hui, au Congrès américain, on est enclin à davantage écouter ce que disent les Européens que ce que prétend le président américain. Sur la Corée du Nord, là aussi, il y a une voix à la fois forte, y compris allant dans la direction de sanctions vis-à-vis d'un régime épouvantable et dangereux. Sanctions, oui, mais menaces belliqueuses, non. Parce que l'Europe, son message, c'est le dialogue, la diplomatie en faveur de la paix. Donc là encore, une Europe unie. On peut dire la même chose sur le Venezuela, par exemple. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, puisque Laurent l'a dit, j'ai, avant mes fonctions actuelles, une expérience longue de diplomate, c'est que pendant très longtemps, il y avait des divergences en Europe. Vous aviez l'Allemagne qui regardait vers l'Est et la France qui regardait vers le Sud, en gros. Et les crises de l'Est étaient regardées avec passion par les Allemands qui disaient c'est là qu'il faut qu'on se mobilise, et puis nous on disait attention, c'est beaucoup plus important de regarder l'Est. Aujourd'hui on a complètement changé. On a des troupes françaises au sein de l'OTAN, en Estonie, face à un voisin russe qui, à la différence du partenaire américain, lui est très prévisible, un peu trop prévisible. Donc nous, on a commencé à regarder vers l'Est et à se dire oui, la solidarité européenne, ça veut dire rassurer les pays baltes et être présent, y compris avec des troupes. Et à l'inverse, au Sahel, où nous sommes très présents, nous ne sommes plus seuls. Pendant longtemps, on nous disait oui, l'Afrique, c'est votre truc, vous avez eu la mauvaise idée de la coloniser et de la décoloniser, donc débrouillez-vous pour quand ça ne va pas. Aujourd'hui, on a un grand nombre de pays européens, allemands, mais aussi scandinaves, mais aussi baltes, mais aussi d'Europe de l'Est, qui sont avec nous au Sahel parce qu'ils savent que ça compte pour l'avenir de la planète. Et ils savent aussi que c'est à l'Europe de se prendre en main. Et il s'est passé un truc extraordinaire lundi. 23 pays de l'Union européenne ont décidé ensemble de lancer une coopération renforcée en matière de défense. Ça fait 50 ans qu'on essayait et qu'on n'y croyait plus, parce que justement on avait des divergences, parce que certains étaient complètement obnubilés par l'OTAN, parce que les Britanniques n'étaient pas très aidants. Et de ce point de vue-là, au moins, peut-être c'est le seul, leur départ n'est pas une trop mauvaise nouvelle. On a commencé à quelques-uns, comme d'habitude, France, Allemagne, Italie, Espagne, un peu les plus allants en Europe, a dit qu'il faudrait qu'on renforce notre coopération en matière de défense, puis on va voir qui nous suivent, et d'un seul coup on est 23. Donc il se passe vraiment quelque chose. Maxime, tu as une autre question? C'est exactement, je pense, pour Maud, c'est ça? Pour Maud Bailly. Quand on pense modernité dans le monde, pensons encore à l'Europe. Est-elle face à ses limites? Et doit-elle se réinventer finalement pour mieux comprendre la société actuelle? Mais Maxime, c'est 3 questions ça. Bah, oui, c'est sûr qu'on est le vieux continent. On a une histoire. Après, il n'y a pas très longtemps, j'intervenais, je disais, finalement, c'est pas très joué, comme dirait ma fille, hein, que de se réinventer en permanence en partant de rien. Nous, on a un héritage, on a un legacy.
l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, elle a un legacy. C'est pas une digital native compagnie, comme on dit en franglais. Mais j'ai envie de vous dire, tant mieux qu'on ait cet ancrage, tant mieux qu'on ait cette histoire, tant mieux qu'on ait des racines. Après, oui, j'ai l'impression que l'Europe est moderne. Peut-être mon côté farouchement enthousiaste, et oui, je suis enthousiaste, comme nous 4, nous 5 à la table, là. Mais bien sûr qu'il y a de la modernité. Regardez l'aérospatiale. On a vendu un contrat énorme il n'y a pas longtemps. Regardez la défense. On n'est quand même pas les derniers. Hein. Sur la data et le cloud, il y a plein de trucs à faire. Les mini-lanceurs de l'aérospatiale, le vrai enjeu de demain, c'est les satellites et la conquête de l'espace. Et bien, si on se coordonne, si on s'organise un peu mieux, ou encore mieux, on peut parfaitement damer le pion et jouer dans l'équilibre et le rapport de force qui est en présence. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas que la Silicon Valley dans le monde. Je dis ça sans aucun chauvinisme. Hein. J'adore le monde, pas de problème. Mais non, moi, j'ai plein de talents numériques. Quand j'étais à Matignon, j'étais frappée par le nombre de start-up en Europe, par la richesse de la R&D. Alors, est-ce qu'on sait, au-delà des petites graines qu'on sème, les faire grandir et les accompagner jusqu'au bout pour qu'elles restent européennes? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on est suffisamment bien structuré à l'échelle européenne pour accompagner dans la durée les talents numériques, les garder et avoir un ancrage européen durable de cette modernité? Je ne sais pas. En revanche, est-ce que l'Europe est un formidable continent riche d'histoire et en même temps ayant tous les ferments de la modernité, quitte à les essaimer dans le monde? Ça, j'en suis sûr, Maxime. Et Maxime, tu as la dernière question pour Jacqueline, je crois. Exactement. Madame Franjou. L'Europe est encore capable d'être sociale, lutter notamment contre les discriminations et porter des débats variés qui animent notre société, comme par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes. Ah, c'est un sujet. Mais avant de commencer, je voudrais saluer quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui est Françoise Héritier, qui a quitté ce monde il y a quelques jours. Et bien évidemment, à chaque fois que je pense à l'égalité hommes et femmes, je pense à Simone Veil, qui était une grande amie. Et j'ai gardé de Simone Veil une phrase d'ailleurs qui est dans son ouvrage qui dit il faut essayer de codifier, pas de codifier, mais d'établir des règles pour cela. En tous les cas, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je pense aux photos de Paris Match des chefs d'État et de leurs épouses. René Coty, ça ne vous dit certainement rien, mais servait sa femme... Parce qu'on s'en sert toujours comme blague pour parler des trucs. Sa femme lui servait la soupe. Mais c'est vrai. Pompidou, très bourgeois, au bord d'une piscine avec sa femme. Mitterrand, qui était assez coquin, regarde les jambes de Brigitte Bardot qui descend d'une échelle d'un avion. Ensuite, une photo de Jacques Chirac qui regarde la femme d'à côté sans regarder son épouse. Et puis le couple Sarkozy dans un salon très à la mode. Je vous ferai grâce de François Hollande. Et puis je dirais que j'ai une admiration et une amitié pour Emmanuel Macron et que sa femme, je trouve remarquable. C'était juste une petite chose comme ça. Mais je pense que l'égalité entre hommes et femmes est un combat qui n'est jamais gagné. Platon a écrit, j'ai retrouvé ça un jour quelque part quand j'étais au Women's Forum, je me suis battu pour ça. Pas battu d'ailleurs. J'ai collaboré avec beaucoup de pays et beaucoup de femmes. Le fichier est le réseau est énorme pour essayer d'expliquer un certain nombre de choses, de défricher là où les femmes n'étaient peut-être pas assez reconnues, comme ça, quand on est allé au Brésil, en Birmanie, etc., et à Dubaï, bon bref. Mais l'égalité est un combat qui n'est jamais gagné. Et pour moi, la diversité est un atout considérable. Et je suis convaincue que c'est quelque chose, non seulement en Europe, surtout en Europe, et dans le monde en entier. Donc la diversité, c'est une manière de... C'est une source de remise en question en permanence. Ça nous permet d'ouvrir notre esprit et de faire des propositions. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de solution unique, et je pense même qu'il n'y en aura jamais. Je pense qu'il faut agir sur plusieurs fronts.
Si on prend des sujets qui concernent les femmes, pour l'avortement par exemple, même dans les domaines frontaliers, il y a un pays qui est tout à fait pour et l'autre pays qui est tout à fait contre. Donc je crois que l'égalité entre hommes et femmes, c'est essayer d'abord de convaincre les deux parties, me semble-t-il, et en adaptant une stratégie pour chaque situation et de faire très attention aux normes sociales et religieuses. Une femme en Roumanie, une femme en Pologne, une femme en Italie, une femme en France, au Portugal, en Espagne, etc. Enfin, et moi, de temps en temps, je me dis que donner toujours en exemple les pays du Nord n'est pas forcément la référence tout le temps porteuse. Donc il faut vraiment regarder chaque situation. C'est ça qui est très long. Et le principe important, c'est, je crois, d'aimer l'autre. L'humanité est quelque chose de très précieux, que ce soit un homme, une femme. Donc il faut vraiment susciter auprès de chaque personne en Europe, que l'on rencontre tous les jours, dans la rue, n'importe où, dans le monde, de susciter une prise de conscience de ce sujet-là et de redonner un sens à l'engagement de chacun. Pourquoi nous nous engageons, pourquoi un combat pour les femmes, etc. Donc c'est vraiment dans les mentalités que les changements doivent se faire. Donc voilà ce que je disais, je m'amuse toujours tout à l'heure, Laurent, tu parlais de l'origine du mot Europe. Donc Europa a été une femme superbe, pour la séduire, c'est changé en un magnifique taureau blanc. Donc il reste quand même cette idée qu'il y a un principe de séduction où les femmes elles se laissent séduire par les hommes, etc. Mais ça, ce sont les légendes, mais Europa est un mot superbe, je veux dire, extrêmement poétique et très féminin. Donc voilà, moi, c'est mon expérience pendant une dizaine d'années, spécifiquement au Women's Forum, et avant, dans les zones industrielles et dans les différentes entreprises où j'ai travaillé, c'était aussi, non pas un combat, une cause, un combat, je ne sais pas, j'aime pas trop ces mots, mais en tous les cas, une volonté de rassembler les hommes et les femmes ensemble. Entrons ce moment dans l'esprit de Maxime, par une salle d'applaudissements pour 3 bonnes questions. Maxime, merci beaucoup. Merci. Alors, je demandais à Tam de venir, mais les règles sont faites pour être évidemment bougées. Y a-t-il une question dans la salle? À ce moment, il y a 2 questions dans la salle, j'en prends une. D'accord. Je garde la suivante pour... donc, on commence, et puis la prochaine, je la prends dans l'intermédiaire. Alors, on va commencer par la question qui était là-bas. Allons-y. Bonjour mesdames, merci pour vos interventions. Ma question porte sur un cas lié au numérique, mais qui s'adresse à chacune d'entre vous, qui apporte une réponse. J'aimerais vous entendre sur ce qui me semble être une nature un peu ambivalente de l'Europe, qui est portée à la fois par un message d'espérance, comme on l'a bien compris, mais également une crainte consubstantielle lorsqu'il s'agit de toucher à des grands projets, que ce soit sur la défense du numérique. Et par exemple, sur le sujet du numérique, comment essayer de faire émerger des grands géants compétitifs en termes d'intelligence artificielle, de numérique, de nouvelles technologies, tout en respectant finalement notre identité, qui est celle de protéger les consommateurs notamment. Et pour reprendre un terme qui a été, une expression qui a été citée par Louis Morel dans un de ses débats précédents dans la journée, ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une ligne Maginot qui finalement accompagne chaque pas de la France et de l'Europe? Je vous remercie pour vos réponses. Merci. Bon, alors, au hasard, Maud. Maud autant que Nathalie, je pense. Dis-moi la fin. Nathalie et moi pensons que c'est Maud. Vas-y. C'est une très bonne question. On commence bien. Qui en prépare une que je devais avoir. Donc en fait, on se retrouve. Je pense que c'est assez révélateur de l'équilibre que propose l'Europe. Et tout équilibre est instable. Oui, on est le continent du GDPR, le règlement relatif à la protection des données personnelles, qui rentre en application immédiate le 27 mai 2018. Les entreprises qui ne seront pas respectueuses des données personnelles des consommateurs se verront avoir une amende. Décidément, l'Europe ne sait que légiférer.
avec un droit qui tue l'économie, qui tue le business, c'est insupportable. Sauf que, avez-vous la moindre idée de ce qui est fait de vos données? Est-ce que vous voyez tous rentrer dans la bouche de métro fatigués avec cette mise à jour d'iOS 385 où on vous demande de dire oui? Qui n'a pas accepté les conditions générales de la mise à jour sans avoir lu toutes les pages de la condition générale de la mise à jour? Que la personne qui a tout lu se lève. Le droit à l'oubli, le droit à la mort numérique, la protection du privacy, le fait de ne pas avoir dans un environnement numérique où tout est accessible, et nous-mêmes sommes acteurs de cette ultra-transparence, d'avoir à dévoiler des sujets de santé, des sujets familiaux, des sujets qui, comme par hasard, vont pouvoir nourrir des cookies qui vont soit pousser des préférences, et j'adore la personnalisation dans les hôtels et ailleurs, mais j'ai pas du tout envie que ça influence d'une manière ou d'une autre. Je suis peut-être très parano, hein, mon taux d'assurance quand je prendrai un prêt immobilier. Donc oui, je suis très heureuse d'avoir une Europe qui prône le GDPR, qui est un règlement exigeant. Attention en revanche à l'équilibre des forces, car l'Europe est en train de toucher du doigt un enjeu de souveraineté. Le numérique a quelque chose de vertigineux parce qu'il touche à un des trois fondamentaux d'une nation, une population, un gouvernement et un territoire. Le numérique gomme les notions de territoire et de frontières. Et parce que le numérique gomme la notion de frontière, il peut potentiellement toucher la souveraineté. Quand j'étais à Matignon, j'avais des GAFA, dont on était ravis qu'ils fassent plein de business en France et en Europe. C'est pas le sujet. On n'est pas des vieux réfractaires. Tant mieux si ça crée du business. On est là pour encourager la création de nouveaux métiers, la création de nouvelles sources de croissance. Évidemment qu'on veut être un champion numérique en Europe. Pour autant, ce qui me gêne, c'est le manque d'équité. Quand tu gères le conflit taxi-Uber, mon sujet n'est pas de verser des larmes de crocodile par rapport à un taxi qui ne se met pas à la hauteur du nouveau service de Uber. Tant mieux s'il y a un darwinisme économique où le numérique pousse tout le monde vers le haut. En revanche, il y a une vigilance collective à avoir une équité de traitement. Ils doivent avoir les mêmes obligations de formation, les mêmes obligations d'approche des clients, les mêmes obligations pour accéder à la fonction de taxi, licence. Pour les GAFA, c'est pareil. Est-il normal qu'un GAFA qui collecte énormément de ressources grâce à l'infrastructure, l'école, les services de santé, la qualité des routes d'un pays, ne paye pas d'impôts sur le territoire où il exerce pourtant pleinement son chiffre d'affaires? On touche au-delà du numérique, du business, à un sujet d'équité de traitement. Et donc pour moi, l'Europe est justement, non pas dans cette contradiction, mais dans cette recherche d'équilibre qui renforce ma conviction que c'est la seule échelle possible pour se défendre. Un pays isolé, un État membre de l'Union européenne, ne peut rien faire pour dire « Hey, tel GAFA qui fait tout, a son siège localisé soit dans un autre pays d'Europe, soit à l'étranger en dehors, et ne me verse rien en termes de fiscalité. » Il y a une inéquité en termes de captation de richesse. Et donc oui, c'est bien l'échelle pour répondre à cette recherche d'équilibre. Merci beaucoup. Voici Tam. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Tam, je suis étudiant à l'ESCP Europe. Et j'ai une question pour Nathalie Loiseau, donc Madame la Ministre. C'est une question très simple. Comment aujourd'hui convaincre les Français qui ne croient plus en l'Europe que celle-ci a encore un sens finalement? Et pour reprendre les propos de Maud Bailly, comment entretenir le rêve des Français et des Européens? Super. Merci Tam. Merci Tan. J'étais à ESCP Europe l'autre jour et on parlait notamment de ça. Alors les Français ne croient plus à l'Europe. Je crois que les Français ont une attente extraordinairement forte vis-à-vis de l'Europe, mais des questions et des inquiétudes et des mécontentements vis-à-vis du fonctionnement de l'Union européenne. Et ils ont raison. Il ne s'agit pas d'être des Européens BA qui crient l'Europe comme des cabris et puis pensons que c'est parce que c'est la solution, la manière dont ça se déroule fonctionne. L'Europe, elle est vue comme trop technocratique, trop opaque et trop loin des citoyens. L'Europe n'est pas championne de sa propre communication, c'est vrai. Pendant très longtemps, les politiciens nationaux ont aussi poignardé l'Europe dans le dos en permanence. Quand on allait à Bruxelles pour un sommet, mais ça c'était avant, les victoires étaient nationales et les échecs étaient européens.
si on avait réussi à faire passer nos idées, c'est parce qu'on était quand même les plus malins, cocorico, vive la France. Et puis, si ça ne marchait pas, c'était la faute à Bruxelles. Et on oubliait un tout petit peu de dire qu'on avait été autour de la table et qu'on avait accepté des décisions. Quand j'entends aujourd'hui Laurent Wauquiez dire « Comment ça, l'élargissement au pays des Balkans ?» Il était à mon poste au moment où on a accepté la candidature de la Serbie et du Monténégro. Bon, ça, faut arrêter, plus jamais, quoi. Bruxelles, c'est nous, on est actionnaires, donc on assume ce qui s'y passe et ce qu'on y décide. Mais c'est vrai, l'éloignement des peuples s'est installé petit à petit avec cette idée extraordinairement binaire et extraordinairement toxique que à chaque fois qu'on avait besoin d'une réforme, on se réunissait entre gens très intelligents, et ça ne manque pas sur ce continent. On prévoyait une révision des traités. Et puis tiens, au fait, zut, c'est vrai, il faut demander l'avis aux populations. Tiens, si on faisait un référendum. Un référendum, c'est le pire instrument pour dialoguer avec les peuples. D'abord, c'est un instrument de dictateur. C'est dans les dictatures qu'on l'utilise le plus, donc ça pose quand même un peu question. Et puis surtout, c'est une manière de traiter une problématique complexe d'une manière simpliste. Qu'est-ce que vous voulez pour l'Europe, oui ou non? Vous savez répondre à ça, vous? Moi pas. Alors, on a fait ça jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on le faisait, c'était la catastrophe. Maastricht, on a frôlé le bord de la route. 2005, on est parti dans le fossé. Et puis 2016, nos amis britanniques ont joué avec l'idée d'un référendum. On se souvient, David Cameron l'avait vendu à ses électeurs en disant « Si vous voulez me réélire, je vous ferai un référendum sur l'Europe, vous verrez, on fera ça les doigts dans le nez. Et d'ailleurs, je le gagnerai et on restera. » Et puis paf, comme le disait Maud, un beau matin, on se réveille et « Ah, ils se sont trompés, ils ont mal voté. » Et aujourd'hui, ils réalisent tous les jours à quel point c'est compliqué. Et évidemment, le Royaume-Uni étant une immense démocratie, même ceux qui considèrent que c'était une erreur respectent la volonté du peuple britannique et essayent de mettre en œuvre ce Brexit, et avec beaucoup de difficultés, vous l'avez vu. Donc comment est-ce qu'on va essayer de faire une fois qu'on a mesuré tout ça? C'est une idée qu'on a, qu'Emmanuel Macron a portée dans sa campagne et qu'on va essayer de mettre en œuvre l'année prochaine. On a appelé ça des conventions démocratiques. Ça veut dire simplement encourager des débats partout à travers les territoires de l'Europe, partout où les États membres auront envie de le faire, mais j'ai pris mon bâton de pèlerine et ça marche pas mal. Encourager des débats, non pas pour dire vous n'avez pas bien compris l'Europe, donc on va vous la réexpliquer et ça va finir par rentrer, parce que ça, cette méthode-là, ça ne marche plus, c'est tant mieux. Mais écoutez les Européens sur les politiques européennes, sur l'éducation, la recherche, le numérique, l'agriculture, la lutte contre le terrorisme, la défense, la gestion des migrations. Vous voulez quoi? Pareil, plus, mieux, moins, différemment. On parlera le moins possible d'institutions, parce que les institutions, si on doit les changer, ça ne doit pas être un tabou, mais ça ne doit pas être un objectif en soi. On change les institutions quand on sait quel est le projet, et quand ce projet est aussi largement partagé que possible. Et on va faire ça en même temps que les dirigeants se sont mis à accélérer leurs rencontres et leurs réflexions. Hier, en marge du sommet social de Göteborg, les chefs d'État et de gouvernement ont parlé culture et éducation. Vous connaissez la phrase de Jean Monnet, si j'avais dû recommencer, j'aurais recommencé par la culture. Ben, c'est ce qu'on fait. Donc on réfléchit entre dirigeants et puis on va essayer d'associer les populations, toutes les tranches d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles pour entendre ce qu'elles ont à dire et pouvoir avoir cette photographie aussi fidèle que possible de ce que les Européens veulent faire du projet. Du coup, je rebondis sur ta question. Merci Tam. Je vais demander à Noé de venir nous rejoindre parce que je voudrais, puisqu'on parle culture, que Noé pose une question. Je crois que c'était à Claire d'ailleurs. Du coup, ouais, je prends le micro. Je me présente. Bonjour à tous. Je suis étudiant à Sciences Po Grenoble. Donc je suis un provincial qui a eu le courage de venir pour ces débats très intéressants, notamment celui de ce soir. Et donc j'ai quelques questions pour vous, Madame Guilbault. Alors, ma question... Gilbeau, pardon, je me suis pas assez entraîné. Quelle est la part de l'influence de la culture européenne dans le monde, sachant qu'on mesure certaines comment dire, dimensions de l'Union européenne, économique, aussi réglementaire, mais
la part de la culture, on ne sait pas trop la mesurer. Donc, quelle est la part de cette culture? Oui. Donc, c'est vrai que c'est difficilement mesurable. Bon, la diffusion de la culture, ça, on la connaît, elle marche très très bien. Vous voyez le Louvre d'Abu Dhabi, l'architecte Andreu qui construit la salle de concert et l'opéra de Pékin. Enfin, tout ça marche bien. Je vais parler sous le contrôle de Nathalie, parce que les grands stratèges politiques nous disent que le monde de demain sera multipolaire. C'est-à-dire qu'on va passer d'un monde de domination unilatérale au multilatéralisme. Et on nous explique que l'Union européenne est le continent le mieux armé pour ce nouveau monde. Parce que la devise de l'Union européenne est « unie dans la diversité ». Et la culture européenne est empreinte de cette acceptation de la diversité. Tout à l'heure, j'en ai beaucoup parlé, elle est vraiment très importante. Et l'histoire de l'Europe est jalonnée de rappels que tout autre chemin est mortifère. Alors je vais dire des choses un peu pessimistes, mais je ne le suis pas du tout. Si le monde ne sombre pas dans la guerre, il faudra discuter, se comprendre et adopter des règles de vie commune toujours plus en avant. C'est exactement ce que les Européens ont appris à faire ces 50 dernières années. Donc voilà, je crois vraiment que la culture européenne aura une très grande influence. Je prends une question de la salle. Est-ce que la question est toujours d'actualité? Très ressemblant. Je prends les deux questions. Parce que... Très ressemblante à la question précédente de l'étudiant précédent. Effectivement, le message de l'Europe, vous nous l'avez décrit brillamment toutes les quatre. Mais maintenant, vraiment, la question que j'ai, moi, personnellement, c'est, en me rajeunissant de 6 mois, sur, je ne sais plus combien, 11 candidats aux élections présidentielles, 2 étaient européens, les autres étaient ouvertement souverainistes. Et si on fait le décompte des voix, pas loin d'un Français sur 2 qui s'est exprimé a voté pour un candidat dont le programme était ouvertement souverainiste et qui voulait tous, sous une forme ou sous une autre, sous un nom ou sous un autre, quelque chose qui ressemblait à un Frexit. Ce qui est pas... Donc la question, et c'est là où elle se rapproche de la question précédente, c'est vraiment comment ce message que vous avez décrit tout à l'heure, je répète très brillamment et qui ne fait que me convaincre un peu plus que l'Europe, c'est notre avenir, comment transmettre ce message à nos compatriotes, de telle sorte qu'on sorte de cette, comment dire, chienlit, je vais dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais qu'on sorte de cette problématique que nos compatriotes refusent la notion d'Europe en soi. C'est donc un peu doublon, mais vraiment, je pense que c'est très important pour nous. Merci. Bonsoir. Ça recoupe un peu, c'est-à-dire que pour moi, l'Europe, effectivement, c'est un rêve. Ça nous a fait rêver. J'ai 46 ans. Pour moi, l'Europe, ça a été pouvoir voyager partout sans avoir besoin d'un passeport, avoir une monnaie unique et ne plus avoir à échanger, etc. Aujourd'hui, comment on va transmettre aux jeunes? C'est-à-dire, là, on voit, quand on parle des protections, quand on parle des migrations, ça ne fait pas rêver. Comment on peut transmettre maintenant à la génération qui va construire l'Europe, justement, à nouveau, la faire rêver de l'Europe? Bon, allez, j'y vais. En tout cas, pour la première question, je me sentais évidemment très directement concernée. Je n'ai pas trouvé quel était le deuxième candidat pro-européen, mais c'est bien. Enfin, en tout cas, il y en a un qui a gagné. Voilà, on s'est fait très peur. Moi, si je suis rentrée dans la campagne d'Emmanuel Macron, je ne vous cache pas, c'est pour ça. Je me suis dit, non, quand même, on va quand même pas laisser gagner quelqu'un qui veut ruiner le projet européen. C'est pas possible. Donc, c'est ce qui m'a motivée à militer, à travailler, et puis c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Alors d'abord, les Français ne s'y sont pas trompés, parce qu'ils sont profondément européens, et d'ailleurs on voit dans les sondages
sur l'appréciation de l'Europe qu'elle a remontée. Bien sûr, parce qu'on a porté ce message positif, parce qu'on a mis aussi une ambition, et parce qu'on a mis l'Europe sous ce chapeau de l'Europe qui protège. L'Europe, elle est là pour protéger les citoyens d'une mondialisation qui, quelque part, a déclenché une espèce de déclinisme. Ça, c'est notre vraie maladie nationale. Il y a 67% des Français qui sont persuadés que la situation aujourd'hui est moins bonne qu'avant et que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Il faut qu'on sorte de cette dépression nationale et qu'on ait des raisons de le faire. Alors, l'Europe qui protège, c'est bien d'en faire un discours, c'est mieux quand ça devient une réalité. On s'y est attelé tout de suite avec un sujet qui était celui des travailleurs détachés. Quand j'ai pris mes fonctions, Emmanuel Macron m'a dit, voilà, il y a ce système de travailleurs détachés en Europe qui prend l'eau de toutes parts, qui fait que les Européens se livrent entre eux à une concurrence déloyale, qu'il y a des travailleurs de deuxième classe, low cost, qui sont mal protégés et qui prennent les emplois de nos travailleurs nationaux. Donc il faut me réviser ça et que ça saute. Bien. Et partout en Europe, on m'a dit, mais n'essayez même pas. N'essayez même pas. On a mis au point un projet de réforme, certes assez terne et très peu ambitieux, mais vous savez, en Europe, on ne peut jamais avoir mieux. L'Europe, c'est le plus petit dénominateur commun. Alors quand vous passez de la première à la deuxième conversation, c'est un peu douche froide, et puis vous dites, bah, c'est pas grave, moi j'y crois, j'y vais, on discute. Donc on a sillonné l'Europe, Emmanuel Macron, moi je suis allée partout aussi, expliquer ce qu'on voulait, écouter ce que les autres pensaient, lever les malentendus, et puis dire, tiens, au fait, si on était plus ambitieux. Tiens, au fait, si notre projet européen, si notre légitimité à diriger l'Europe, c'était d'offrir mieux à nos travailleurs des pays d'origine, qu'ils arrêtent d'être les travailleurs de deuxième classe, et puis aux travailleurs des pays d'accueil, qu'ils arrêtent d'être menacés parce qu'on fait la même chose que ce qu'ils savent faire, mais pour beaucoup moins cher. Et puis, miracle, ça a marché. C'est-à-dire qu'en y passant beaucoup de temps, en s'écoutant, en se respectant, en ayant des convictions, il y a un moment où ça peut être contagieux. Et puis, quelque part, on s'est dit, non, mais c'est quand même, quand c'est un projet européen, c'est forcément une convergence vers le haut. C'est pas du moins-disant. Ça a marché, on s'est mis d'accord. Sur 28 États membres, il y en a 20 qui ont voté pour la révision de la directive et 4 qui se sont abstenus. Donc c'est un très très gros succès. Ce qu'il faut, c'est faire la démonstration par l'exemple, les vrais sujets, qu'on soit capable d'apporter une protection. Alors est-ce que ça fait rêver la protection? Ça rassure, et dans le monde qui est le nôtre, c'est pas négligeable. Des projets qui font rêver, parfois on les a sous les yeux et on fait même plus attention. Quand Thomas Pesquet faisait le tour de notre planète au-dessus de nos têtes tous les jours, qui l'a envoyé dans l'espace? C'est l'Agence spatiale européenne. Personne ne fait attention. Mardi, je serai avec le président de la République au Resto du Cœur. Qu'est-ce qu'une ministre des Affaires européennes va faire au Resto du Cœur? Très simplement parce qu'un repas sur 4 qui est distribué par les Restos du Cœur aux plus démunis, il est sur des fonds européens. Le projet européen, c'est ça, c'est pas laisser tomber les plus démunis. Et si ça fait pas rêver les jeunes, alors je sais plus ce qu'il faut faire. Il y a d'ailleurs un paradoxe, mais on ne va pas ouvrir le débat là-dessus, qui est que aujourd'hui, vous avez la génération Erasmus n'est pas forcément une génération très active dans la défense de l'Europe, alors qu'elle a probablement bénéficié du programme qui est le plus connu et le plus symbolique et tellement positif pour l'Europe. J'ai à mes côtés Enola. Bonjour Enola. Enola a une question pour Jacqueline, je crois. Bonsoir, donc je m'appelle Enola, je suis étudiante en première année au bachelor de l'EDEC sur Nice. Donc ce soir j'ai une question pour Jacqueline. Comment pouvons-nous nous permettre de remettre en question la valeur que peut nous apporter cette zone multiculturelle? Merci. Comment peut-on remettre en cause la valeur que nous apporte l'Europe multiculturelle? On a en Europe quand même peut-être le Parlement le plus cultivé au monde,
Mais ça, je me retournerai vers Claire, sur ses anciens souvenirs. Comment peut-on dire ça quand on est un pays où on a des ministres de la culture? Je ne connais pas de ministre de la culture aux États-Unis, je ne connais pas de ministre de la culture, si, dans certains pays d'Amérique du Sud, mais il n'y a pas de ministre de la culture en Chine, il n'y a pas de ministre de la culture en Corée du Nord, il n'y a pas de ministre de la culture en Corée du Sud non plus, d'ailleurs. Il peut y avoir le ministère de la propagande. Mais il y a des ministères de la propagande, alors que ça, c'est vrai. Donc, d'ailleurs, tu as dit, juste, c'est un lapsus intéressant, elle a quand même dit, vous connaissez un autre pays en parlant de l'Europe. Ah, pardon. Oui, non, mais c'est tard. Et même, même en Italie, il y a eu à un moment donné un ministre de la Culture, puis il a disparu. Il y en a un maintenant, ouais, il y en a un maintenant. Donc, pour moi, l'Europe est un gigantesque pôle d'attraction culturelle. Quand on regarde le patrimoine, la musique, la peinture, la philosophie, la diversité des langues, parce que ça c'est très très important, puisque les langues sont l'ADN, je veux dire, des différents pays aussi, les voix. Et puis il y a quelque chose de formidable, je trouve, quand on est jeune. C'est pour ça que je me pose la question, pourquoi est-ce que les jeunes se posent des questions sur l'existence de l'Europe. Cette libre circulation dont vous parlez, monsieur, pas de passeport, la mobilité. Il y a encore des pays, moi j'étais à Bucarest la semaine dernière, on utilise toujours le le. Donc j'ai eu du mal à changer mes euros. Mais enfin quand même, c'était au sommet de la francophonie. Donc cette facilité de circulation sans être menacé est quelque chose de formidable. Quand on va en Allemagne, vous trouvez un néerlandais, un français, un espagnol, un portugais. Quand on va au Portugal, je suis revenue de Lisbonne hier, par exemple, je suis étonnée parce que l'Europe a apporté, et la jeunesse, je ne parle pas des gens qui vont au Portugal pour autre chose, je parle de la réalité culturelle, je veux dire, qui existe, les merveilles qui sont, quand vous allez dans le sud de l'Italie, les merveilles qui existent. Moi, ce qui m'étonne toujours, par exemple, quand on parle du château de Versailles, savez-vous qu'à Caserte, je veux dire, dans le sud de l'Italie, il y a un château qui a été construit sur le modèle de Versailles, et plus grand que Versailles, il y a 25 mètres carrés en plus, je crois. Donc, c'est vrai. Donc, cette espèce de circulation de tout en Europe est absolument extraordinaire. Le seul problème qui existe, mais j'aimerais que Claire me réponde là-dessus, c'est vrai, c'est parler à l'autre. Parler en roumain, parler en bulgare, parler en finnois, en ce que vous voulez. Ça, c'est un frein, quelque part, donc on parle en anglais. Donc là, je dis, c'est dommage, on a perdu la francophonie, chose que la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, essaie de rétablir, parce qu'il y a 84 pays francophones, donc une grande partie, enfin, c'est comme ça. Donc, je crois, c'est multiculturel, il faut en profiter. On n'a pas tellement ce genre de choses. Moi qui viens des États-Unis, il y a des dimensions culturelles aux États-Unis très fortes. Tout à l'heure, tu as cité Mark Twain, qui est une densité culturelle du Mississippi très forte. Mais il n'y a pas ce côté. C'est pour ça que les États-Unis ont essayé de se créer une histoire. Il y a des pays qui se créent une histoire. Nous, on a cette chance-là, qui est une chance extraordinaire. Donc moi j'aime bien, il y a une phrase de Colette que j'aime beaucoup, qui rêvait d'une frontière, disait-elle, où les frontières ne seraient que des fleurs et qu'on dépendrait des uns et des autres parce qu'on aurait un regard chaleureux sur l'humanité. Donc je suis d'accord avec Maud, cessons ce déclinisme, cessons ce pessimisme ancré chez nous. Ça n'est pas possible. C'est pour ça que Emmanuel Macron, qui est arrivé et qui a en si peu de temps créé En Marche, redonne cet espoir. Il faut être européen. C'est notre seule chance où on va crever. Donc, je le dis très, très, très directement. Donc, il faut se mobiliser pour ça. Et les eurosceptiques devraient se regarder dans la glace et avoir honte d'être contre l'Europe. Merci beaucoup, Enola. Bien sûr, Claire, mais attends. Tu as été interpellée en plus. Elle m'a interpellée. Voilà. Paul Ricoeur disait que la nouvelle langue européenne, c'était la traduction.
Et le nombre de traducteurs, Nathalie, au Parlement européen, parce que j'ai vécu ça, le nombre de traductions de croisées, parce qu'il fallait traduire d'estonien, quelquefois en croate, en passant par l'anglais, l'allemand, enfin tout. Combien il y a de traducteurs? C'est plus de... C'est plus, je crois que c'est 1500. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, mais c'est magnifique et c'est absolument passionnant comme métier et à vivre, par exemple. Et on se comprend très bien. Et on finit tous par parler un peu. Paul Ricoeur qui a vu un bon assistant. Alors, il y a deux questions. Oui. Je prends les deux, et puis on va essayer toujours de répondre. Une question pas facile sur le Brexit. Je suis déchiré depuis le début. Au début, comme temps, j'étais tétanisé. On perdait la 5e puissance mondiale, une puissance diplomatique, militaire. L'Europe allait se disloquer. Après celui-là, lequel? Puis deuxième temps, comme tous, on notait que personne n'essayait de retenir les Anglais. Et deuxièmement, que les Anglais, les plus europhiles, les Dem, touristes, n'essayaient même pas de réouvrir le débat. Deuxième temps. Troisième temps, j'ai vu comme vous le printemps de l'Europe, lié en partie à l'effet Macron, et en partie lié à l'effet que les British ne bloquent plus. Donc, question de rille politique. Si demain Theresa May tombe, et on n'en est pas loin, faut-il réouvrir la porte aux Anglais? Question facile. Est-ce que j'avais la deuxième question qui était... Oui, monsieur. Elle a un lien avec ça ou pas? Pas du tout ça. Ok, alors on répond à celle-là. On prend votre question. On termine par une question de Saba. Et puis, on laissera la parole finale, bien sûr, à nos panélistes. D'accord? Donc, on essaie de faire une réponse compactée. Oui, on a jusqu'à 23h pour le Brexit. C'est ça. Hein, on a 30 ans pour traiter le Brexit, finalement. Non, on a jusqu'à fin mars 2019. Voilà. Le Brexit, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe, c'est sûr, et pour le Royaume-Uni, sans doute. C'est une nouvelle qu'on regrette, mais c'est une nouvelle qu'on respecte. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de retenir les Britanniques? C'est tout simplement que c'est une décision souveraine, ça s'est fait dans des conditions démocratiques impeccables. Alors peut-être pas sur ce qui concerne la communication, je dirais même la propagande. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Mme May commence à faire remonter quelques éléments sur les 35 000 comptes Twitter russes qui sont intervenus en 48 heures pendant la campagne du Brexit. Il y a un petit sujet, pour nous tous. Dans la campagne d'Emmanuel Macron, on a payé pour voir aussi. Bon, les Britanniques veulent partir. Il n'y a qu'eux-mêmes qui pourraient décider que finalement, tout bien réfléchi, c'est compliqué et c'est peut-être pas une bonne idée. Ils n'en sont pas là. Parce que les sondages sont encore très favorables au Brexit. Alors c'est vrai que beaucoup de choses n'ont pas été dites et beaucoup de choses fausses ont été avancées aux Britanniques, notamment sur les questions financières. On a dit, les Brexiteurs ont dit 350 millions d'euros par semaine qui reviendraient dans les caisses, notamment du système de santé britannique. Alors, premier petit détail, c'est une erreur de calcul, c'était pas 350, c'était 150. C'est ballot. Et puis, ils ont oublié de dire qu'il y avait en face un coût de sortie qui était simplement payer ce qu'on doit, très bêtement, et qui se situe... Alors, je ne donnerai pas de chiffres parce qu'on ne s'est même pas mis encore d'accord sur la méthode de calcul. C'est vous dire si les négociations se passent bien. En tout cas, on est dans plusieurs dizaines de milliards et plutôt entre 50 et 100 qu'en dessous. Et ça n'a jamais été dit aux électeurs. Et ça ne l'est toujours pas. Donc évidemment, ça rend la négociation assez statique. Est-ce qu'on se porte mieux depuis qu'ils sont en train de sortir? Je pense qu'il faut être très lucide. L'Europe sans les Britanniques, ce sera moins bien pour eux, moins bien pour nous. On va essayer de limiter les dégâts autant que possible, mais se dire c'est génial, ce serait mentir aux gens, et on fait assez, les populistes font assez pour qu'on ne tombe pas dans ce travers. Alors, je l'ai dit tout à l'heure sur l'Europe de la défense, c'est vrai qu'ils étaient debout sur les freins et que maintenant qu'ils sortent et qu'ils sont plus discrets, on avance. D'ailleurs, ils reviennent en nous disant, mais c'est pas mal le truc finalement. Ce qui est, voilà, c'est le bonheur de travailler avec les Britanniques. Mais sur d'autres sujets, on avance encore ensemble et il faut qu'on continue à avoir une relation forte avec ce pays avec lequel on a beaucoup en commun. Par exemple, on avance sur la lutte contre le terrorisme. Les Britanniques ont été durement frappés, nous aussi. On a une initiative ensemble dans l'Union européenne et aux Nations unies qui concerne les grands acteurs de l'Internet, les revoilà, en leur demandant le retrait immédiat de tous les contenus
qui appelle à la commission d'actes terroristes. C'est les Britanniques et nous qui sommes à l'avant-garde sur un sujet comme celui-là. Donc, oui, ils ont beaucoup à nous apporter. Nous ne partageons pas leurs décisions, mais nous la respectons. Et notre travail, c'est faire en sorte qu'il y ait un retrait ordonné, le moins inéquitable possible, et derrière une relation forte. Si demain, ils changeaient d'avis, alors ça c'est de la politique fiction, et je nous engage à ne pas réfléchir comme ça, parce que c'est à eux de décider. Mais évidemment qu'on discuterait, ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des adversaires. Il y avait un président français qui avait dit un jour seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. J'ai toujours pensé. Ce qui en soit était... Je prends la dernière question étudiante, puis je viendrai à votre question, monsieur, pour finir, et on écoutera donc nos panélistes pour leur conclusion. Saba, ça c'est un sacré nom quand même, Saba. Enfin, il n'est pas tout à fait pareil, mais formidable. Alors Saba, qui es-tu et que fais-tu? Bonsoir à tous. Oui, mon prénom c'est assez spécial parce que mon père est d'origine iranienne, du coup, voilà. Je suis étudiante à l'INALCO pour apprendre le persan surtout, pour le concours, voilà. Donc, qui aime beaucoup cette formation. D'accord. Du coup, ma question s'adresse vraiment à vous toutes. C'est l'Europe peut-elle s'unir politiquement? Faut-il envisager une présidence solide au lieu d'un poste symbolique? Merci, ça va. Alors, faut-il les États-Unis d'Europe est présidé par non pas un Donald Trump européen, mais par un président solide? Alors, l'Europe et le numéro de téléphone demandé à un président américain un petit peu arrogant. Moi, je crois d'abord à l'Europe des projets. Je crois d'abord à ce qu'on construit ensemble. Les mécanismes institutionnels, quand on s'acharne dessus, généralement, on s'étripe et on perd beaucoup de temps et d'énergie. Dans ce temps-là, les citoyens se disent, ça change quoi à ma vie de tous les jours? Ça change quoi de savoir qu'il y a un président de la Commission et puis maintenant un président du Conseil, mais quand même une présidence tournante, semestrielle, exercée par l'État membre? Quand j'explique ça dans les lycées, je perds un peu mon auditoire et je les comprends. On n'en est pas là, honnêtement, on n'en est pas là. Je ne suis pas sûre que ce soit la nature exacte du projet européen, uni dans la diversité, une fédération d'États-nations. Ça marche beaucoup mieux qu'on l'imagine, beaucoup mieux qu'on le dit. La monnaie unique, quand même, là encore, combien pensaient que ça n'avait aucune chance d'arriver? Quand la crise de l'euro a commencé, tout le monde a dit, ça y est, l'euro va exploser. C'est fini, c'était un rêve de gens absurdes. L'euro a surmonté une crise considérable. La Grèce a très sérieusement dévissé, on nous a dit qu'il y aura un Grexit. La Grèce est toujours là, elle va revenir sur les marchés financiers bientôt. Après des épisodes très difficiles, très douloureux, sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Le cas de la crise grecque est un bon exemple, je suis content de ce que je dis, tout simplement parce qu'on a réussi dans la panique, parce que c'était la panique, dans les divergences, on a réussi à trouver une solution. On a réussi finalement à être efficace, à aider la Grèce, on a réussi à dialoguer, à se mettre d'accord avec des pays qui avaient des visions extraordinairement différentes, mais on a laissé les citoyens sur le bord de la route. Les décisions qui ont été prises ont été de manière totalement opaque. L'Eurogroupe, comme on dit, sont des gens qui se réunissent derrière les portes closes et puis qui derrière décident du sort de millions de gens. Ça, c'est plus possible. Je pense que l'urgence, c'est moins de se demander qui va être le leader maximum de l'Europe, parce que je ne suis pas sûre que ce soit plein d'avenir comme concept, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait dans la zone euro un parlement, par exemple, qui décide quand un pays est en crise, qu'est-ce qui va être acceptable comme décision et quel contrôle citoyen on prend des décisions européennes. Merci Nathalie. Question courte, réponse courte. La question que je voulais poser, on n'a pas parlé de la recherche. Tout à l'heure, une question a été posée qui était comment peut-on arriver à avoir des entreprises, des grandes entreprises, des très grandes entreprises en Europe. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être obtenu avec la recherche. Je voulais juste donner un exemple. Il y a 5 ans, en 2012, une Française a fait une découverte qui consistait à travailler sur le gène et à couper une molécule, en extraire un gène et voire à l'extraire et le remplacer. Et cette Française
elle a fait cette opération, cette découverte aux États-Unis. Donc je pose des questions un peu en désordre. La recherche, comment en Europe faire qu'on puisse garder nos chercheurs. Et je crois que le président Macron avait dit à un moment, quand Trump était un peu contesté par des chercheurs aux États-Unis, venez chez nous. J'avais une question sur les grandes entreprises européennes. Je vais en profiter, monsieur, et merci de me donner cette occasion pour rebondir là-dessus. On a plein d'entreprises européennes, qu'elles soient localisées dans un pays en Europe ou qu'elles soient de statut européen, parce que ça existe. Et d'ailleurs, l'Europe, à l'origine, c'est un projet économique. La CECA, la charbon et l'acier, c'est d'abord l'économie. Les fondateurs de l'Europe se disaient, si le business marche, forcément, on va se trouver un terrain d'entente. Dans ce contexte-là, notre vrai sujet, c'est d'accompagner toute la chaîne de la croissance. Et la chaîne de la croissance, elle se structure avec plein de phases. Nathalie en parlera beaucoup mieux que moi. La recherche, c'est la petite graine dont je parlais tout à l'heure. Quand je travaillais à l'inspection sur l'accompagnement des sociétés de capital risque, de capital investissement, j'avais des superbes entreprises type Sophie Nova qui investissaient, qui t'expliquaient qu'il y avait un génie en Europe extraordinaire. Le cœur artificiel, des génomes qu'on décompose, la recherche moléculaire, la biotech, la fintech, tout ce qui va faire en fait que demain, le numérique va venir partout et changer nos modes de vie et nos manières aussi d'interagir, peut-être aussi notre rapport à la vie tout court. Il y a un vivier de talents extraordinaire. Et puis un jour, j'ai fait un audit à l'université de Cergy-Pontoise et il y avait un chercheur extraordinaire. Et ce chercheur avait eu, je crois, je ne sais plus quelle médaille au concours, et on lui avait proposé aux États-Unis de rejoindre un campus. Un campus avec maison, piscine, voiture, chauffeur, le truc de dingue, des moyens incroyables, et sans doute un salaire supérieur à ce qu'on lui offrait. Il m'a fait la confidence qu'il allait rester à Cergy, 1 parce qu'il aimait profondément l'université, et 2 parce qu'il trouvait important de rester en France et en Europe, mais que pour autant rien dans les dispositifs actuels de recherche ne l'y incitait. Donc, en premier élément à ma réponse, c'est comment est-ce qu'on structure, et Nathalie comprendra très bien, comment est-ce qu'on structure l'attractivité d'un vrai réseau de recherche. Si on passe après dans la phase de l'économie, de la structuration du marché, pour garder et transformer l'essai de la recherche, moi, ce qui me frappe, c'est le besoin de filières. Avant de rejoindre Accor, j'ai eu la chance de travailler avec des gens formidables sur le véhicule connecté. Figurez-vous qu'en Europe, on est quand même franchement très bon. On a plein de constructeurs automobiles, on a plein d'équipementiers. Valeo, par exemple. Parce que demain, en fait, une voiture connectée, c'est pas vraiment une voiture, c'est un mobile qui roule, une boîte à data qui roule. Et on est vraiment très bon. Notre point de fragilité, c'est l'absence de structuration totale de la filière, là où d'autres sont beaucoup plus avancés. Ce qui m'amène à un dernier point qui fait le lien entre recherche, puissance économique et force de frappe, parce qu'on est quand même dans du rapport de force, dans la capacité à garder nos talents et à les faire grandir. Je pense qu'il faut qu'on soit moins naïf. Quand je travaillais à la négociation de Bâle 2 et 3, au niveau de l'Europe, je peux vous dire qu'accompagné des délégations américaines, il y avait toute une flopée d'entreprises américaines bancaires qui venaient auprès des politiques. Je pense qu'on peut, sans confusion de genre, travailler à une articulation plus forte entre puissance politique et puissance économique. On est dans une soft war. Il y a du soft power, je peux vous dire qu'on est dans une soft war. Et je pense que se structurer sans avoir peur de se dire que l'argent est un levier de puissance et que l'entreprise, l'économie est un levier de pouvoir et qu'il est normal qu'il s'allie aux politiques pour le soutenir, structurer nos délégations comme les Américains ou les Chinois autour d'un alliage politico-économique sans confusion des genres me semblerait pertinent pour nous. Je vais faire vite parce que je sens que... Oui, on déborde déjà. Un tout petit peu stressé. Non, ça va. Non, ça va bon. Mais j'ai des amis là-bas qui sont plus que moi. Non, juste un tout petit mot sur la recherche. Vous avez raison, monsieur, c'est évidemment là aussi à l'échelon européen qu'il faut qu'on ait une réponse. Alors, il y a un formidable programme européen qui s'appelle Horizon 2020 que les chercheurs connaissent. Alors, les chercheurs français parfois moins bien que les autres parce qu'on est parfois encore trop hexagonaux dans notre manière
de travailler, répondre à un appel à projet de l'Union européenne. Oh là là, c'est compliqué, ils ont des demandes spécifiques. Bah oui, mais ça vaut la peine. Un chiffre, puisqu'on parlait du Brexit, l'université de Cambridge à elle toute seule, dans la période actuelle du budget européen, alors le budget européen il s'est fait sur 7 ans, donc 2014-2020, l'université de Cambridge touche 400 millions d'euros de crédits de recherche européens. C'est pas là où vous allez trouver les plus grands partisans du Brexit. Ils touchent plus qu'un pays comme la Pologne ou un pays comme le Portugal. Donc ces crédits existent, il faut savoir s'en emparer, mais il faut aller plus loin. C'est pour ça que nous poussons l'idée d'université européenne, où il y a Erasmus, c'est charmant, ça fait faire des très jolis films après, il y a 1 million de bébés Erasmus, on est ravis, mais au-delà, pouvoir véritablement faire un cursus à travers les universités européennes avec des programmes consolidés, faire en sorte que les étudiants parlent tous plusieurs langues européennes pour pouvoir travailler ensemble et se comprendre, et avoir des laboratoires de recherche à dimension européenne. Il est vraiment urgent qu'on aille dans cette direction. C'est un projet que nous avons mis sur la table de cette refondation de l'Europe, dont Emmanuel Macron a parlé ici même à la Sorbonne le 26 septembre, et qu'on a partagé avec nos partenaires européens hier à Göteborg. Et nous espérons vraiment pouvoir être suivis. Mesdames, un grand merci. Formidable. Juste une chose en conclusion, un message à faire passer, et vraiment un message. Claire ? Je change ma conclusion alors, parce qu'on n'a pas parlé d'Erasmus, et on aurait tellement aimé que cette génération Erasmus crée une génération d'europhiles. Oui. C'est pas exactement ça. Vous savez vraiment les chiffres, le pourcentage de jeunes étudiants français qui partent à l'étranger, c'est 1,7% des étudiants. Au Royaume-Uni, c'est en dessous de 1%. Et dans le pays qui envoie le plus d'étudiants en Erasmus, c'est le Luxembourg, c'est autour de 6%. Donc ça ne peut pas concerner énormément d'étudiants. D'autre part, il y a des étudiants dans la ruralité, des jeunes de la ruralité, des banlieues, qui ne se sentent absolument pas concernés par l'Europe. Et ça, il faut en tenir compte. Il y a tout un travail d'information et puis de rencontres à faire avec eux. Et puis, il faut rappeler qu'il y a quand même 3,9 millions de jeunes au chômage en Europe. Ça représente 12,7% des jeunes. Et que ces jeunes au chômage ont une grande difficulté à s'intéresser au projet européen. Voilà. Merci Claire. Jacqueline, un message. Avec le micro à chaque fois, parce que tu sais, c'est le principe. Je crois qu'on doit s'approprier l'Europe parce que c'est un modèle d'intervention et d'intégration. On est peut-être une génération entre la mienne, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait faire. Et c'est peut-être aux jeunes de faire mieux que nous. Mieux que ma génération en tous les cas. Je pense que l'Europe, elle doit être concentrée, politique et globale. Enfin, il faut... Et surtout, ce n'est pas un objet intellectuel, l'Europe, c'est de la chair. Et il faut remplir, je veux dire, toutes les missions que vous pourrez trouver. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que l'Europe, c'est que c'est vous. C'est que vous êtes là ce soir en train de nous écouter. Donc, je trouve que c'est un espoir formidable. Merci beaucoup. Merci. Maud ? Moi, pour conclure, je voudrais vous dire deux choses, mais en un message. Oui, absolument. Appartenance et rythme. Je pense qu'il y a une méconnaissance de l'Europe parce qu'il n'y a plus de lien très affectif à l'Europe. Et en fait, moi, je pense qu'on a besoin de symboles. J'aimerais bien qu'on troque un jour férié pour le jour férié du 9 mai. J'aimerais bien qu'on troque peut-être un peu nos hymnes nationaux, tout en respectant la diversité du patrimoine culturel, Claire, pour l'hymne européen. J'aimerais bien que chaque nouveau citoyen européen piou-piou à 18 ans reçoive un Eurorail Pass. 1 pour mon côté cheminot, 2 pour voir ce que c'est que la chance de traverser un espace sans frontières. Moi, je suis contente quand je vois un drapeau européen flotter au-dessus de l'école de ma petite fille. Je pense qu'il nous faut des symboles parce que le symbole, ça tue la méconnaissance, ça crée un sentiment d'appartenance. Mon deuxième point, c'est le rythme parce que tout va vite.
et que tout s'accélère notamment avec le numérique. Je trouve que l'Europe n'est pas encore assez agile dans ses méthodes. Je ne juge pas, je sais combien c'est difficile et je sais combien vous y travaillez, mais je pense que dans nos processus décisionnels, il faut que ça s'accélère. L'Europe a tout pour réussir, elle a les intelligences, la volonté, le modèle, l'histoire, la richesse et l'envie. Maintenant, je pense qu'il faut que sur le rythme, dans la gouvernance, et je compte sur toi Nathalie, je suis bien contente de t'avoir là-dessus, il faut qu'on passe à un rythme qui s'accélère sans précipitation, mais à un rythme qui répond au rythme de notre temps. Madame la ministre, un mot final? C'est drôle quand tu m'appelles comme ça. J'apprendrai ce que disait Jacques Delors sur le projet européen. Il disait l'Europe, c'est la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Ça n'a pas pris une ride. Et c'est quelque chose que, oui, les dirigeants doivent faire plus, vite, mieux et de manière plus transparente. On s'y emploie, on a passé tout le monde à l'accélérateur. On ne s'est pas fait que des amis en Europe, mais maintenant, ça y est. Mais l'Europe, c'est le trésor, la propriété des citoyens, en particulier des jeunes générations. Alors croyez-y, et puis si vous trouvez que l'Europe d'aujourd'hui ne ressemble pas à votre rêve, changez-la, mais participez, les associations, votez aux élections européennes, parce que c'est le plus fort taux d'abstention qu'on ait dans toutes les élections européennes. Comme si ce qui se décidait en Europe ne nous concernait pas, alors que ça impacte nos journées de tous les jours. Donc je pense qu'on a un devoir, c'est croire en l'Europe, et une responsabilité, c'est de la dessiner comme on l'aime. Par la chaleur de vos applaudissements, j'aimerais qu'on associe nos étudiants à ce formidable panel. Merci à tous. Passez une excellente soirée. La cité continue, 18h45, prochaine session.